vous écoutez RTL. D'être là, aussi aimables, aussi amicaux, aussi nombreux. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est pas tout à fait comme d'habitude. D'abord parce que c'est une émission d'adieu. D'habitude, je vous dis au revoir. Enfin, c'est une émission d'adieu, mais on va vous retrouver pendant tout l'été, quand même, hein, parce que nous évoquerons ensemble les bons moments de l'année qui s'achève. Non, ça va être différent parce qu'il n'y aura pas d'histoire à la fin. Il y aura une histoire au début. Alors, ce sera une histoire mi-drôle, mi-émouvante. Ce sera l'histoire des grosses têtes qu'on vous racontera avec des témoins de l'époque et puis des moments qui ont suivi. Et puis, alors, une autre innovation, je vais faire ce que je n'ai jamais fait, même en mai 68, je vais descendre dans la rue. Alors, je vais descendre dans la rue Bayard, hein. Attention, bon, en bas de chez nous. Et pourquoi ? Parce que c'est trop, le grand studio, malgré son nom, est trop petit pour accueillir tous nos amis. Surtout ceux qui sont aujourd'hui accourus d'un peu partout. Alors, je descendrai dans la rue. Et puis, je prendrai un de ces bains de foule qui trempe la chemise, mais qui purifie l'âme. Voici votre spéciale dernière grosse tête. Sa connaissance des bistrots parisiens fait qu'il n'a pas besoin d'aller au bord de la mer quand il s'agit de noyer ses chagrins. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Les politiciens importants, au moins ceux qui ont le sens de l'humour, préfèrent être esquintés par lui plutôt qu'encensés par d'autres. Jacques Maillot. Bonjour. Nous l'avons vu grossir, nous l'avons vu maigrir, nous l'avons vu regrossir, mais c'est le régime de Hollande qui lui aura le plus profité. Bernard Mabille. Bonjour. Elle avait tout pour nous plaire, nous n'avions rien pour la séduire, moyennant quoi on a fait très bon ménage. Princesse Erika. Bonjour. Athlète complet puisqu'il a couru la gueuse, lancé des plaisanteries et soulevé des filles. Philippe Candeloro. Bonjour. Après 1 heure de crime, nous lui avons offert 2 heures de rigolade. Ah oui. Jacques Pradel. Bonjour. Nous lui avons prêté, sans qu'il nous en rende en une seule, des dizaines d'idylles. Vincent Perrault. Bonjour. Il a honoré, sans jamais faillir à sa mission, le contrat qui l'oblige à dire ce qu'il ne faudrait pas dire à des gens comme il faut. Laurent Baffy. Bonjour. Elle nous a traités comme des chiens errants, comme des chats abandonnés, c'est-à-dire avec un peu de pitié et avec beaucoup de gentillesse. Mylène de Mongeau. Bonjour. Bonjour. Nous avons tellement eu confiance en elle que nous n'avons jamais ri plus fort que quand nous ne comprenions pas un mot de ce qu'elle disait. Chantal là-dessus. Bonjour. Beaucoup plus soucieux de l'exactitude des mots que de l'exactitude de sa montre. Philippe Chevalier. Bonjour. Contrairement à ses pneus de vélo, son boyau de la rigolade n'a jamais crevé. Jacques Balutin. Bonjour. Une bonne nouvelle pour certains, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que depuis
74 déjà, nous sommes entrés dans la civilisation des loisirs. Le temps de travail des Français a beaucoup décliné. Alors je vous donne un chiffre comme ça, vous en ferez ce que vous voulez. Peut-être d'ailleurs que c'est pas mauvais finalement. En 1990, on travaillait 1950 heures par an. Oui. Et en 2014, 1600 heures par an. Moins les grèves et les RTT. Et ça, oui, ça coûtait 35 heures. Et vous pouvez nous dire... Et les arrêts maladie, ça fait 20% et les congés parentaux. Et la pause café. Est-ce que vous avez les chiffres de la Corse? C'est intéressant. Alors bon, les Allemands sont beaucoup plus travailleurs que nous, mais peut-être parce que ils redoutent de rentrer chez eux ou les attendent des femmes moins belles que les nôtres. Ça doit être pour ça. Peut-être parce qu'ils ne jouent pas à la pétanque, peut-être parce qu'ils ne jouent pas à la belote, je ne sais pas, il y a des raisons. Un climat moins clément. Elles sont toutes comme Angela, t'as envie d'aller au bistrot. Et souvent la Gretchen est opulente. Oui, il n'y a qu'un peuple, un seul, qui travaille moins que nous. C'est les Finlandais, non? Les Finlandais, parce que chez eux, il y a une nuit qui dure 6 mois. Ouais. Ah bah ouais, ils dorment. Moi j'ai connu un Finlandais sur des échasses. Oui. Mais alors, cher Philippe, une nuit de noces en Finlande, ça dure 6 mois alors? C'est horrible. Ah bah, il faut être équipé. Hein. Oui. Quand la fille te dit non, tu te branles pendant 6 mois. Sachez, et ça c'est nouveau, alors qu'on aurait dû le savoir depuis longtemps, mais on n'avait rien posé sur la planète rouge, que l'année martienne dure 2 fois plus longtemps que l'année terrestre. C'est-à-dire que les Français et les autres qui iront s'établir là-bas vieilliront 2 fois moins. Voilà. Oui, mais alors les Martiens travaillent 2 fois plus que nous. Pour l'instant, ils sont pas là. Ils sont cachés. Hein. Ça fera un réveillon de moins. Oui. Donc c'est à cause du soleil qui est plus loin, c'est ça? Et on aura la retraite à 130 ans, ça fait vieux quand même. Vous auriez dû faire les grosses têtes là-bas, on continuerait, merde. Bon, ça peut-être que vous l'avez constaté, chaque fois que un personnel hautement qualifié venait travailler dans votre chambre à coucher, les demoiselles dont le nom finit par un A ont une vie sexuelle beaucoup plus ardente que les autres. Je confirme. Ursula. Oui, c'est ça, les prénoms en A. Non. Des fois, elles se terminent plus tôt. Si, c'est vrai. Erika confirme. Et Mère Teresa, qu'est-ce que vous en faites? C'est l'exception qui confirme la règle. Qu'est-ce que tu en penses, Chantala? Ah oui, Erika. Petit distinguo au passage. Ce sont souvent pas des prénoms de naissance, mais des noms de travail. Et vous voyez ce que je veux dire? Alors, quel est ton vrai nom, Erika? Et les noms en in. Philippe, d'après le même sondage, C'est mon vrai prénom. les filles qui ont un prénom qui se termine en Ul sont des mecs, hein, faites gaffe. C'est vrai, Jules. Un petit coup de clochette. Alors, c'est une étude sur les habitudes du téléspectateur, mais ça, vous me direz, on a un peu épuisé le sujet depuis longtemps, sauf que là, il s'agit de savoir comment les couples regardent les émissions porno. Et même les chaînes, parce que je crois qu'il y a des chaînes porno. Vous croyez. Vous en avez entendu parler, c'est ça? Il y a même plus d'émission de porno. Non, c'est par jouy dire. Vous êtes le seul à avoir un essuie-glace sur votre télé, alors arrêtez, Philippe. Sachant qu'il y a des chaînes porno qu'il vaut mieux regarder dans les donjons, parce que vous m'avez compris. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a de nouveau que les dames qui généralement laissaient leur mari, pour ne pas le déranger, regarder tout seul ces films, les rejoignent de plus en plus souvent. C'est bien. Comment ça, c'est bien? Pendant que le gars, il est peinard, tout seul, pour une fois, il y a ma mère qui revient. Alors pendant que ce temps-là, la vaisselle s'entasse. C'est un scandale. Mais non, elles viennent fermer la télé plutôt. Mais non, elles viennent participer. Qu'est-ce que dit la dame qui est à côté du mari? Rien, elle a la bouche pleine. Regarde bien comment ils s'y prennent. Et regarde surtout comment il est outillé. Oui, c'est ça. Regarde dans les dents et tape en haut. Regarde ce que c'est que d'en avoir une grosse. Et oui, c'est ça. C'est complexe. Hein. Il y a même une chaîne porno pour enfants, ça s'appelle les Télétoubits. Rocco Siffredi, c'est quand même quelque chose, hein, excusez-moi.
Ah oui. Rocco Siffredi. Ah oui, oui, bien sûr. c'est oui. pareil. dis donc. Ça, il n'y en a pas un qui peut s'aligner, là. hein. Si, c'est frère. Qu'est-ce que t'en sais, Chantal? Oui, qu'est-ce que t'en sais? Tu sais, 30 cm, hein? Ouais. C'est 25. C'est 25, c'est pas 30. Philippe, vous n'allez pas sortir votre kéki pour la dernière. Dans les films de Rocco Siffredi, même quand il n'y a pas de dialogue, il y a des longueurs. Regardez. Alors du nouveau sur ce que j'appellerais, et avec une certaine joie de vous l'apprendre, le front de la solidarité, le front de la générosité. 3 personnages fortunés et célèbres, Bill Gates, Goldman, notre Goldman à nous, Jean-Jacques? Jean-Jacques, vous voulez dire Jean-Jacques Goldman Ah bon? et Sting ont décidé de déshériter leurs enfants. Très bonne idée. Je suis Oh, d'accord des avec dents. Mais comment Bien ça, sûr, c'est déshérité? pour qu'ils se débrouillent tout seuls. On ne peut pas déshériter ses enfants en France. C'est une grande cruauté. On n'a pas le droit. Parce que, Non, mais on peut s'en protéger. attendez, pondérons quand même. String, il en laisse une ficelle quand même. On peut penser qu'ils ont installé déjà leurs enfants, ils avaient les moyens. Bon, on peut penser que leurs enfants ont hérité d'une petite partie de l'intelligence, sinon du talent de l'auteur de leur jour. Mais ça fait pas les pépettes, ça. Et donc, ils vont pouvoir voler de leurs propres ailes. Voilà. Bill Gates, il leur a laissé 10 millions à chacun, c'est pas mal quand même. Bah oui. Hein? Ah, 10 millions. Comme pour Oui. boire. Oh, tu sais, ça part vite, hein? Quand même. Avec les impôts. Puis Moi, c'est je du suis- dollar, c'est pas stable. On peut vous parler de football, je sais que c'est pas la saison. Un petit peu, mais vraiment pas trop. Mais quand même, hein. Pas bien utile. Vous Moi, je adorez sais que ça se joue avec un ballon. Alors, les femmes de footballeurs qui ont accompagné leur mari, à qui on a donné des consignes de tempérance, c'est-à-dire, 2 jours avant, mais pas le soir même. Après le Bon, match. elles étaient logées dans un 4 étoiles et elles ont réclamé un 5 étoiles et sous la menace de reprendre l'avion pour Paris. Mais quel ben, repas Ça fait pas. Est-ce que c'est Ça mené, fait pétasse un peu quand même. est-ce que c'est mené par Madame Vieira? On attend maintenant, quand il y aura un grand prix automobile, que les femmes des coureurs demandent à être hébergées dans des Formule 1. Oui. Le coup de sang. Le coup de sang de Philippe Chevalier. Chers auditeurs, cher public, On va rire. vous qui êtes si... Hein, qu'est-ce que tu dis, Robert? On va rire, il a Qu'est-ce qu'il a dit? Faut pas... Ben non, faut pas rire, c'est solennel. Vas-y, Vous explique-moi. qui êtes si fidèles depuis tant d'années à notre rendez-vous quotidien des grosses têtes, vous devez vous demander ce qui se passe en coulisses avant que ne retentisse le célèbre générique de votre émission préférée. Philippe Bouvard d'abord. Il arrive le premier au studio, pendant que Philippe Candeloro, convoqué pour 9h30, est encore dans son lit d'hôtel à Chamonix, où il fait une démonstration de patin sur gazon après une exhibition nocturne déguisée en Donald. Philippe Bouvard surveille tout. Compte tenu des restrictions budgétaires, il vérifie la longueur de la jupe de notre hôtesse afin de faire des économies de tissu et de se rincer l'œil plus facilement. Pareil pour les viennoiseries distribuées en coulisses aux sociétaires. Depuis que Bernard Mabille a déménagé, il n'a plus le temps de prendre son petit déjeuner chez lui et s'empiffre en arrivant de pain au chocolat et de pain au raisin. Eh oui, c'est ça la triste réalité. Ça peut plus durer. Jean-Jacques Perroni n'a plus rien à tremper dans son whisky. Arrivé de bonne heure, des potrons minets, Vincent Perrault essaye de soudoyer Thierry, l'homme qui choisit l'auditrice d'honneur pour qu'il en prenne une à son goût à lui. Thierry a beau expliquer à Vincent que les grosses têtes ne sont pas une agence matrimoniale. Le petit Vincent insiste. Thierry choisira un pompier rien que pour l'emmerder. C'est pas grave, Vincent se consolera dans la coulisse en tournant un madrigal mielleux à la jeune attachée de presse du vieux membre de l'Institut qui est l'invité d'honneur du jour. Il fera comprendre très subtilement à la jeune femme que le sien de membre est encore tout jeune. Précis On entend la voix de Jacques Balutin depuis l'avenue Montaigne. Il est en conférence de presse. Pas avec des journalistes, non, simplement devant ses camarades Mabille et Perroni qui fument sournoisement une cigarette devant l'escalier de service et font mine de s'intéresser à ce que raconte Balutin.
Tu comprends, hurle Jacques. Si ton vélo te paraît trop petit, c'est pas à cause de la selle, mais de la tige. Ça n'a rien à voir avec le cadre, c'est pas la selle, c'est la tige. Les deux autres opinent du chef par politesse. Ils se foutent pas mal de ce que peut raconter Balu. Il y a 15 ans qu'ils sont pas montés sur un vélo. Le premier par fainéantise, le deuxième pour une raison de surpoids. Mais c'est dégueulasse. Non, c'est bien vu. Il y a un moment où il faut savoir s'arrêter quand même. Arrive enfin Monseigneur Maillot. De manière sénatoriale, lentement. C'est vrai. Habillé comme un élu de la 4e République. L'œil égrillard d'un président de la 3e. L'ami Jacques a des révélations à nous faire sur les relations amoureuses improbables entre Amanda Lear et l'évêque de Saint-Flour. On n'en croit pas nos oreilles, mais il prétend être bien informé. Il possède quand même, rappelons-le, une forêt de glands dans la région. Là-dessous arrive. Ah, ça faisait 10 ans que je voulais la faire, celle-là. Et elle embrasse Philippe Bouvard en l'appelant mon petit chat. Le matou ronronne. Non, sans avoir demandé où était Chevalier, on lui explique qu'il est coincé sous le tunnel du pont de l'Alma. Quelle idée aussi d'habiter si loin, alors qu'avant il était rue du Cirque à 2 minutes en scooter. Voilà, Bouvard nous appelle au turf. Le public est là, à nous de lui montrer qu'on est une grosse tête sans la voir. Merci. Écoutez, alors je veux dire que vous avez réussi à concilier, et ça c'est très rare, à la fois l'exactitude, celle des scènes que vous avez décrites, et aussi l'humour. Alors bravo. Alors, on va finir, je crois, en beauté et en longévité. Car notre invité surprise aujourd'hui, c'est quelqu'un dont on a déjà beaucoup parlé, qui continue à parler merveilleusement en dépit de son grand âge, c'est Gisèle Casatsus. Bonjour Madame la centenaire. Allô? Ah, écoutez, on est heureux, ravis, mais très émus de vous avoir au téléphone. Hein. Non, il n'y a pas de quoi, c'est moi qui suis très émue parce que c'est un chiffre très lourd à porter. 100 ans. Vous le portez très bien. Je vous ai vu l'autre soir, et je ne suis pas le seul à la télévision, je vous ai trouvé admirable et nullement stressé. Hein? Non. Mais il faut bien, comment dirais-je, se réjouir d'avoir atteint cet âge-là en bonne forme. Mais enfin, ça fait quand même beaucoup. Oui, mais alors on rend non seulement hommage à la longévité, mais au talent que vous avez déployé, que vous continuez à déployer, et à une famille qui compte certainement un maximum d'artistes dans ses rangs. On a la chance de faire ce que l'on aime, ça c'est vrai, c'est un grand privilège. Mais ça passe très vite, vous savez, 100 ans, ça me... Je dirais que ça passait très vite. C'est vrai que demain, vous avez un tournage? Ah oui, je pars tout à l'heure. Là, on vient me chercher. Je vais aller tourner près de Poitiers. C'est génial. Un court-métrage. Enfin, court-métrage, oui. Une vieille dame, bien sûr. Une vieille dame qui a été jeune, mais ça fait déjà fort longtemps. Je suis heureuse de vous rencontrer téléphoniquement parce qu'on m'a souhaité souvent mon anniversaire ces derniers temps parce qu'on m'appelle souvent Chantal Casatsu. Les gens se trompent, alors voilà, si je voulais vous dire. Elle est bien avancée, ça doit lui faire plaisir. Est-ce que ces dernières journées vous ont paru passer plus vite que les autres parce que vous avez eu à faire face à des interviews, à des photographies? Beaucoup d'affection et de famille. Hier, on m'a reçu, je m'y attendais pas, il y avait je ne sais pas combien de membres de la famille. C'était très touchant. Alors justement, la famille Casatsu est connue pour compter un maximum d'artistes, plus des musiciens que des comédiens, je crois. Oui, avant tout, c'était la musique. On se devait de savoir ses notes avant ses lettres. Quand il y a un jeune ou une jeune Casatsus qui n'a pas de désir ou de don artistique, est-ce qu'on le regarde de travers? Oh non, je ne crois pas. Ce
ce qui est bien, c'est que chacun fasse bien ce qu'il a envie de faire et ce pourquoi il est doué. Alors musique, pas musique, théâtre ou autre chose, ce qui importe, c'est que de réussir ce qu'on a envie de faire. Voilà, mais enfin, c'est vrai que c'est plutôt dans la musique et le théâtre. Oui. Non, ce qui était très beau, c'est lorsque votre fils a dirigé l'orchestre qui vous rendait hommage, hein. Ah oui, ça, j'étais très, très émue. Le 14 juin à Lille, j'avais été pour entendre un de ses concerts. Et à la fin, oui, l'orchestre a fait lever la salle. Je ne savais plus où me mettre. Non, ça fait un drôle d'effet quand même. Comment réagissez-vous aux mutations d'une société qui ressemble si peu à celle de votre jeunesse? Pas tellement, je trouve. Enfin, oui, ça ressemble. Mais... vous savez, je crois qu'il faut regarder devant. Il ne faut pas regarder derrière. Alors, ça va. Si on vous accepte tel qu'on est et qu'il y a encore de beaux jours, il faut bénir le ciel, c'est bien. Non, mais je pensais au changement de la technique, les déplacements qui sont devenus plus rapides, les robots, les drones. Tous les jours, on en découvre. Oui, c'est vrai. Écoutez, j'essaye bien modestement, de me tenir au courant de ce qui se passe et ce qui se fait. Et je suis agréablement étonnée quelquefois de tous ces progrès qui ont été si vite, parce que quand j'ai commencé à tourner, c'était en 1934. J'ai tourné mon premier film en 1934, en sortant du conservatoire. Et voilà, et maintenant, ça m'étonne encore de tourner, de continuer de tourner. En numérique. Heureusement qu'il faut des grands-mères. Est-ce que vous faites toujours du vélo, madame, ou avez-vous quand même un petit peu levé le pied, si je puis dire? C'est-à-dire que je n'en fais pas évidemment à Paris, alors j'en fais à l'île de Ré où je vais depuis ma tendre enfance. Mais ça a beaucoup affolé un de mes metteurs en scène, Becker, qui m'a téléphoné un jour, me dit, mais alors il paraît que vous faites du vélo. Je dis, oui, depuis l'âge de 8 ans, pourquoi? Mais enfin, vous tournez dans quelques jours. Je tournais avec Depardieu. Il était complètement affolé à l'idée que je pourrais peut-être tomber. Alors je l'ai rassuré, je lui ai dit... Et quand je pense que quand nous étions enfants, il y avait une plaisanterie qui consistait à dire « et je ne te demande pas si ta grand-mère fait du vélo ». Oui. Des 4 présidents de la République qui vous ont embrassé, lequel avait la peau la plus douce? Écoutez, dernièrement, c'est Sarkozy. Oui. La peau très douce. Mais c'est vrai que j'en ai embrassé quelques-uns, mais j'étais assez émue pour ne pas me rendre compte si la peau était très douce ou pas. Mais Sarkozy, c'est vrai, ça m'a frappé, il a la peau très douce. Est-ce que vous attribuez votre longévité à cette demi-heure de silence dans l'obscurité que vous vous accordez chaque jour? Oh, pas chaque jour. Oh non. Quand j'ai une responsabilité, ou par exemple au théâtre, mais je fais plus de théâtre maintenant. Alors je fais du cinéma ou de la télé, mais le théâtre, j'ai arrêté maintenant. Alors non, c'était surtout quand je jouais, et après une journée quand même bien occupée, j'essayais. C'était Jacqueline de Lubac qui m'avait dit ça en tournée une fois. Elle m'avait dit, mais Gisèle, vous ne tiendrez jamais le coup au rythme auquel vous vivez. Il faut vous astreindre à vous reposer au moins une demi-heure dans le noir en fin de journée avant d'aller jouer. J'avais dit, oh, mais non, je pourrais jamais. Et puis j'ai écouté ce qu'elle m'a conseillé, et je l'ai fait, et ça m'a pas mal réussi, voilà. Vous souvenez-vous pendant l'occupation, quand vous troquiez du Claudel et du Monterland contre des navets même parfois, hein? Dans les campagnes, j'avais rencontré une dame qui aimait le théâtre, mais qui était marchande de légumes à la Convention. Si bien que rentrée à Paris, j'allais à vélo à la Convention chercher des légumes et quelquefois un peu de matière grasse supplémentaire et qui me permettait de subsister, voilà.
Alors, c'est vous qui avez évoqué cette anecdote, mais sans dire si elle vous avait vraiment choqué. Vous êtes donc sur une scène de théâtre, et je sais qu'aujourd'hui, vous y avez renoncé. Vous avez comme partenaire Pierre Freinet, vous avez une scène d'amour avec Pierre Freinet, et comme sa femme Yvonne Printemps est extrêmement jalouse, pendant la scène du baiser, il glisse son doigt entre vos deux lèvres. Il mettait son pouce sur ma bouche et il embrassait son pouce. Alors... Et j'étais encore au conservatoire, j'avais repris le rôle de René de Villers dans une pièce qui s'appelait Teddy and Partner. Et alors j'avais une scène d'amour avec Pierre Freinet et ça me disait rien du tout. D'ailleurs, j'étais très contente qu'il mette son pouce sur ma bouche et qu'il embrasse son pouce. J'avais aucune envie d'être embrassée par lui. Il était occupé de son côté, et moi aussi du mien. Alors, c'était... Ah ben surtout, c'est au cinéma qu'on peut le moins tricher. Hein, pour oui, les... oui. Ben oui. Ouais. Mais là, c'était au théâtre. Oui. C'était au théâtre. Et il y avait en effet Yvonne Printemps dans la salle. Mais elle me protégeait beaucoup. Elle connaissait mon père. Et j'étais encore au conservatoire. J'avais repris ce rôle aux côtés de Pierre Freinet. Ça m'impressionnait beaucoup de jouer une scène d'amour avec Pierre Freinet. On peut vous demander, pour finir, ce que vous allez faire cet été ? Je retourne dans mon île de Ré où je vais depuis l'âge de 8 ans. Vous rencontrez Jospin de temps en temps ? Oui. Nous habitons le même village. Et on se rencontre, bien sûr. On se dit bonjour. Et il est très aimable. Voilà. Il paraît que la fenêtre de sa cuisine est toujours ouverte. Ah bon, je ne sais pas. Non. Et qu'on voit sa philosophe de femme en train de préparer le frichti. Enfin bon, c'est l'anecdote, bien sûr. Oui, non, mais ce sont des rétés très sympathiques. Est-ce que nous pouvons vous demander une faveur, Gisèle Casatsus ? Je ne sais pas, demandez toujours, je verrai si je peux répondre. Ce serait de vous demander la permission de vous embrasser respectueusement. Ah, ça c'est très gentil, je regrette que ce soit par les ondes. Je préférerais que ce soit en vrai, comme disent les enfants. Et je suis sûr que Philippe a la peau plus douce que Sarkozy, madame. Merci. La prochaine fois qu'on se rencontrera, je ferai les comparaisons. Et encore, joyeux anniversaire. Vous nous avez éblouis, Gisèle Casatsus. Étonnant. Autour de moi, Jean-Jacques Perroni. Présent. Princesse Erika. Présente. Laurent Baffy. Présent. Vincent Perrault. Chantal Latsou. Présent. Bernard Mabille. Présent. Jacques Pradel. Mylène de Mongeau. Présente. Philippe Candeloro. Non. Oui. Jacques Maillot. Présent. Philippe Chevalier. Présent. Et Jacques Caluta. Présent. Quelle affiche, hein. C'est du lourd, hein, quand même. Alors. Oui, c'est vrai. Alors, je vous avais promis de vous raconter une histoire. C'est une histoire drôle, mais c'est une histoire qui, à d'autres moments, est émouvante. C'est l'histoire des grosses têtes. Alors, pour la simplifier, je l'ai divisée en 3 époques. Alors, il y a l'époque que nous vivons aujourd'hui. Je vous dirai comment je l'ai intitulée tout à l'heure. Il y a l'époque qui se trouve avant celle que nous vivons et après celle qui a vu nos débuts. Et ça, c'est aussi une époque qui s'est distinguée parce que les plus grands ténors de la radio et des autres arts ont rejoint les grosses têtes. Et puis, il y a eu, au départ, alors une période 1977 à 1980 qu'on pourrait intituler des débuts très convenables. Et des débuts qui avaient été racontés, mais à sa manière, par Jean-Yann. Un jour, si vous voulez vous poiler, on écoutera le pilote. Alors la maquette, je te dis pas, guindé et tout. Ah oui, c'est vrai. Une question, machin. Comment s'appelle l'instrument? C'est jaune, c'est bleu, c'est vert. Et... Personne n'ose dire c'est gros, c'est long, c'est mouillé. Vous êtes très, très gaffe. Tu vois. Est-ce que c'est légèrement rosé?
Alors, c'est à peine exagéré, hein, Jacques Ah, c'est Balutin. pas exagéré, c'était tout à fait ça. C'était tout à fait ça. Très sérieux, très culturel, très bien élevé. Alors, au début, pas de public, hein. Non, Pas de public. Alors, c'est-à-dire qu'il y avait un public, mais bon, on n'entendait pas ses réactions puisque c'était nos techniciens derrière la vitre de la régie. Vous étiez autour d'une table ou comme ça vous étiez placé comme ça? Non, c'était pas exactement comme ça. D'abord, ça durait 1h30 seulement. Ensuite, on était 5, y compris votre serviteur. Des questions, et beaucoup de réponses. Hein. Plein. Et il y avait une chose surtout qui n'existe plus, mais depuis très longtemps. Il y avait sur chaque micro une lampe rouge. Et quand ça se chevauchait, le réalisateur faisait agiter les ampoules, les lampes, et on savait qu'il fallait arrêter et ne pas parler. Et ça n'existe plus depuis très longtemps parce que tout le monde a pris l'habitude de se taire quand un autre parle. Bah toi, t'as résolu le problème puisque tu parles de toute façon plus fort que tout le monde. Oui. Alors donc, c'était pas une question de force, C'était en direct, de couvrir les autres. C'était du direct. Je voulais ou de couvrir l'enregistré personne et à l'époque je pouvais couvrir. C'était du direct ou de l'enregistré? C'était de l'enregistré. C'était de l'enregistré. Il y a eu de temps en temps du direct. Et ça s'est d'ailleurs bien passé. Mais là, il fallait enregistrer parce que il y avait quand même des petites choses, des débordements déjà, et il valait mieux les gommer. Pourquoi j'ai jamais été invité en direct, Philippe? Quand il chantait Jacques Martin et compagnie, c'était préparé ou c'était de l'improvisation totale? Non, de toute façon, Martin, il était incapable de rien préparer. Il n'a jamais appris un texte, il n'avait pas besoin puisqu'il improvisait un texte avec plus de talent que si quelqu'un d'autre l'avait écrit. Alors, il était formidable. Alors, attention, il n'y avait pas n'importe qui. Hein. Il y avait d'abord Jean Dutour qui a été le pionnier, le créateur des grosses têtes. C'est pas comme aujourd'hui. Quand on voit le niveau aujourd'hui, c'est consternant. Pourquoi tu me regardes comme ça? Il est jaloux. Je regarde tout le monde. Non, mais il racontait des histoires, pas tout de suite. Hein. Il a attendu un certain délai. Il fallait que l'émission s'installe. Il fallait que les adeptes de la culture, qui sont toujours présents, hein, parce que quand, durant une certaine période, j'ai posé moins de questions, il y a eu des réclamations, hein, surtout de la part de ceux qui envoient des questions. Alors, il y avait les mauvais camarades. Les mauvais camarades, vous les connaissez. Ce sont ceux qui empêchent les gens de parler. Ce sont ceux qui les interrompent. Oui, il y en a parfois. Et j'en ai fait partie aussi. Et celui que Bernard Mabille a bien connu et qui était le roi des trublions, c'était Thierry Le Luron. Thierry Le Luron, qui un jour avait empêché Castelli, autre grande figure disparue des grosses têtes, de raconter une histoire. Pendant la création du monde, le bon Dieu, qui veut tout superviser, appelle un ange pour l'engueuler. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Regarde ce que tu as fait. Ce n'est pas parce que je suis député de Chamalières, Seigneur, que je ne peux pas faire un petit quelque chose pour vous. Reprenez. Reprends. Pendant la création du monde, le bon Dieu, qui veut tout superviser, appelle un ange pour l'engueuler. C'est moi. Et je pense, Seigneur, qu'il faut se décrisper maintenant. C'est important, il faut. Car, voyez-vous, mes bien chers frères, en ce 4e dimanche après la Pentecôte. Non, je vous écoute, Seigneur. Regarde ce que tu as fait. Non, reprenez depuis le début. Quel désastre. De quoi il est question. Pendant la création du monde, le bon Dieu qui veut tout superviser. Alors écoutez, ne vous énervez pas, mon cher Castelli. Nous avons tous les deux des cheveux sur la langue, peu de cheveux sur le caillou et un poil dans la main. On ne peut pas en avoir partout. Mais continuez quand même. Allez, on t'écoute. Regarde ce que tu as fait. Et Dieu lui montre une sole. Oui. Regarde-moi l'allure de cette pauvre bête. Je t'avais dit de la laver, pas de la repasser. C'était quand même un personnage, Castelli. C'est un peu votre tête de turc, quand même. Oui, mais gentiment. tête de Turc, d'abord, parce que c'était devenu très vite un ami. Ensuite, parce que c'était son fonds de commerce, qu'on se fiche de lui. Et il avait un sens de l'autodérision extrêmement développé. Hein.
Oh, qu'est-ce qu'il était drôle. Hein. Oh, et alors, jamais un sourire. Hein. C'était le Buster Keaton. Mais vous me direz, à la radio, le sourire, ça se voit pas beaucoup. Alors, vous qui avez connu le Luron, vous écriviez des textes pour lui, mais les jours où vous n'écriviez pas pour lui, il improvisait oui, brillamment. bien sûr, oui. Bah, c'était un merveilleux improvisateur. Mais je crois qu'il n'avait pas le temps d'écrire, si vous voulez. Il était tellement occupé parce qu'il vivait 26 heures par jour. Et il n'avait pas le temps d'écrire, donc il était content d'avoir quelqu'un qui écrive pour lui. Mais quand le soir au théâtre, il changeait une partie de son tour en fonction de l'actualité du moment. Eh ben, on travaillait dans l'après-midi. On suivait ça. Non, mais il était formidable. Alors, vous avez connu son dernier spectacle au Théâtre du Gymnase? Ah bah oui. Ah oui, vous étiez sur la scène à un moment Oui, donné. je l'interviewais. Je me souviens que dans le sketch de Raymond Barre, où il m'offrait un Ricard, qui était du vrai, on est monté, des jours, il était dans mauvaise humeur, il me forçait à boire. Donc, j'ai dû monter à 20, 21, 22 Ricards. Et il demandait à la salle de faire églou. Alors, j'ai eu le droit à tout. Quand j'interviewais Thierry, quand il jouait Mitterrand, j'ai un journaliste un peu bobo et écolo, j'avais donc une pipe. Et certains soirs, il y avait des produits illicites dans la pipe. Et il me disait, mais tirez dessus. Oh, les salauds. Qu'est-ce qu'on arrive. Le spectacle faisait d'1h30 à 2h30, de 3h moins le quart, quand il était de bonne humeur. Mais un jour, il était de mauvaise humeur, parce qu'il y avait quelqu'un qui ne riait pas dans la salle, et il le repérait tout de suite. Il disait, il m'aime pas et tout. Alors j'ai vu d'un seul coup, il s'est affolé, il a tout enchaîné à toute vitesse. On avait un décor avec un plateau tournant. Ça tournait à toute vitesse. Je rentre pour interviewer Raymond Barre. Il me dit, vous vous êtes trompé de jour. Et hop, je vous jure que c'est vrai. Et au bout de 1h, 1h10, on se retrouve chez Dodin Bouffant, le restaurant où on allait souvent le soir. Et là, il y a le directeur du Théâtre du Gymnase qui dit, les gens sont dans la salle, ils attendent la deuxième partie. Et Thierry dit, mais j'ai tout joué. Alors, vous voyez, il était comme ça. Enfin, la plupart du temps, il avait un rare contrôle de lui-même. Oui. Alors, en plus, moi, j'étais frappé par le fait qu'il, surtout sur la scène du Gymnase, il se comportait comme s'il était chez lui. Il amenait son labrador familier, celui d'ailleurs qui était chargé de vous mordre de temps en temps. Bien sûr. Et il se faisait des œufs sur le plat. Bien sûr. Vous vous souvenez de ça? Tout à fait, dans Glandu. Et les premiers soirs, on avait le chien sur la scène. Quand on faisait Mitterrand à la Tché, il y avait le chien sur la scène. Il avait eu l'idée géniale de faire venir des moutons. Et au début, nous avions un âne. Et tout ça se montait dessus gaillardement. Impossible d'en placer une. Et le personnage de Glandu, c'était quand même assez extraordinaire. Moi, je me souviens je m'appelle Benito Glandu, Benito comme le grand démocrate italien. Et ça partait comme ça. C'était Benito Adolphe. Benito Adolphe. Oui, ben l'auteur rectifie, là. Hein. Oui. Il a fait partie des grosses têtes un certain temps, pas? Alors, il venait le plus souvent. Je dois vous dire que, bon, c'était quelqu'un que j'admirais beaucoup, pour qui j'avais énormément d'affection, auquel je pense souvent. Et je n'ai jamais fait une émission, du temps de son vivant, bien sûr, à la radio ou à la télé, sans qu'il soit le premier invité. C'était le fétiche, quoi. Et quand je lui demandais, je lui disais, Thierry, je vais faire une nouvelle émission, il me disait, je vous rejoins, il n'y a pas de problème. Et il a toujours été là. Alors, il avait pris pour cible Alice Sapritch. Oh là. Celle-là aussi, vous l'avez connue. C'était magnifique. Elle vient me voir, elle me croise dans la loge, elle me dit, Bernard, il faudrait retirer ce sketch parce que vraiment, j'en ai marre qu'on se foute de moi. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Dis à Thierry de retirer le sketch. Bon. Et puis je dis à Thierry, il me dit, elle nous fait chier la vieille et tout. Hein, et il retire. Et 8 jours après, je vois Alice au même endroit qui vient me voir en me disant, il faut remettre le sketch parce que plus personne ne parle de moi. Alors, il y a quand même quelque chose qu'elle ne pardonnait pas aux grosses têtes, Alice Sapritch, que vous allez entendre tout de suite, c'est leur goût pour la grivoiserie. Philippe, ici, ce n'est pas possible. Vous anéantissez tout. C'est la fatigue sexuelle qui vous fait perdre la mémoire? Il n'y a que
Et c'est une émission où il n'y a que le sexe qui vous intéresse. Alors, Philippe, les rares fois où je vous écoute, j'étais dans une voiture au Touquet, j'entends l'émission, j'ai dit à mon copain, éteins ça. Mais si j'ai entendu des trucs, on mettait une baguette dans le sexe de l'homme, etc. Enfin, des trucs terribles. Oui. J'ai dit, mais en rentrant, est-ce que je vais encore accepter de faire partie de cette émission? On peut pas, ici, on peut pas. Je suis entre deux lascars, il n'y a que le sexe et l'autre qui glousse. La deuxième époque des grosses têtes, ça va de 1980 à 2000. Bon, et alors là, tous les ténors se bousculent. Alors, bon, ceux qui ont disparu et sans toujours être remplacés, il y a Yann, il y a Martin, qui font des choses extraordinaires qu'on ne reverra plus jamais. Il y a les académiciens. Alors, ça, c'est peut-être la rencontre la plus inattendue, la plus improbable. C'est que les gens très sérieux du quai de Conti rejoignent les gens beaucoup moins sérieux de la rue Bayard. Et un jour, et heureusement, Éric Laverdin, le conservateur de la Sonothèque des grosses têtes, a retrouvé le document. Un jour, deux très éminents académiciens, Jean Dutour, célèbre romancier, ancien prix Goncourt, et Edgar Faure, homme extrêmement doué, mais ancien président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre de l'époque, se sont allés à chanter ensemble le bal de l'Hôtel de Ville. Un jour, je dis à ma femme, faudrait que j'aille à l'Hôtel de Ville. Il y a un balai pas tant pareil qu'on ne s'y fait pas trop de bile. Mais mon homme qui me dit, tu n'as pas d'habit, bah c'est pas ça qui me gêne. Passe mon complet que t'as rafistolé pour la noce à Eugène, pour la noce à Eugène. J'entre et je tombe dans un restaurant où d'un coup d'œil rapide, j'avise une espèce de croquant qui versait du liquide. J'avale un demi-setier, je tends pour payer 40 sous au bonhomme. Il me dit, monsieur, vous faites des erreurs, c'est à l'œil qu'on consomme. C'est à l'œil qu'on consomme. Vous vous rendez compte, hein? Oui, c'est bon. Comme la bonne humeur était contagieuse. Alors, vous qui avez vu défiler tant de politiques, Jacques Maillot, vous êtes surpris souvent par leur esprit de coopération quand ils viennent nous voir? Oui, je trouve qu'il y en a qui jouent le jeu, oui. Je me rappelle de Alain Juppé qui est venu ici, qui avait été très drôle, alors que dans la vie, on ne peut pas dire que ce soit un bout en train. Oui, parce qu'il a un côté comique wagnérien. Oui, oui. C'est un comique très intériorisé. Très intériorisé, c'est un Oui, peu oui, le Jospin de droite, quoi. C'est Ah, mais Jospin est très drôle aussi. Hein. Ah, tiens, voilà un scoop. Et c'est vrai qu'ils sont plutôt coopératifs. Enfin, attendez, il y en a qui arrivent avec des bonnes histoires qu'ils ont apprises par cœur. Ah oui, oui, oui. Les vannes de cul de Raymond Barre. Écrite par un chef de cabinet le matin. Non, et puis il y en a un comme Jean-Pierre Jouillet qui connaît le répertoire de la chanson française de A à Z. Il est magnifique. Alors lui, c'est le karaoké à lui tout seul. Alors, il faut quand même dire que Jean-Pierre Jouillet, qui est venu par deux fois, qui s'est montré à la fois un connaisseur en chanson presque à l'égal de Bernard Mabie, c'est pas peu dire, venait d'être ministre des Affaires européennes. Là, il dirigeait la haute autorité de la Bourse avant de prendre la direction de la Caisse des dépôts et consignations. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait, Jean-Pierre Jouillet? C'est le secrétaire général de l'Élysée. Alors, vous voyez, on a quand même reçu du beau monde. Hein. Il va faire chanter Hollande à la fin, vous allez voir. Ça va être quelque chose. Je me rappelle aussi Philippe de Villiers qui avait été très magnifique. drôle. Ah oui. Et qui avait fait un petit mot sur chacun de nous. Alors est-ce qu'il l'avait improvisé Ah non, il avait écrit. etc. Non. Et ça, c'était quand même... Alors, parmi les grands morceaux, les morceaux de bravoure, il y a la chasse aux spaghettis. Alors, c'était une improvisation des deux orfèvres en la matière, Jean-Yann et Jacques Martin. Le mec qui abat une coquillette à coups de fourchette, comme ça, sous les yeux des parents, c'est pas vraiment... Ça fait de la peine, Quand vous voyez une pauvre coquillette sur une assiette avec un peu de sauce tomate qui lui coule à la gueule, vous vous dites, jamais j'aurai un menton en coquillette. Moi, c'est bien simple, alors quand on me sert des coquillettes, je leur mets un pansement. Et quand on les met dans l'eau bouillante, salée en plus, les hurlements de la coquillette. C'est déchirant. Oh, c'est déchirant. Ça nous fait une peine. Moi, je mets un couvercle dessus pour pas entendre.
Quand ils étaient partis, rien ni personne ne pouvait les arrêter. Mais ils avaient tous leur numéro favori. Vous vous souvenez, Jacques Martin, un ancien combattant? Ah oui. Quand il évoquait, avec des noms fantaisistes, mais plausibles, tous les copains qu'il avait connus dans les tranchées. C'était un grand moment. Vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces années folles, où il n'y avait pas de grosses têtes titulaires, sociétaires comme aujourd'hui, mais où chaque jour, j'accueillais des gens qu'on n'aurait jamais dû inviter, qui parfois n'auraient pas dû accepter notre invitation, et qui se révélaient d'excellents sociétaires. Vous vous souvenez? Moi, j'aimais bien la naïveté de Paul Guth. Ce petit bonhomme. Paul Guth. Philippe lui a fait chanter. Oui. C'était devenu un rituel, comme la chanson de Jean Dutour. Il lui faisait chanter Ma petite tonkinoise avec l'accent chinois. Et Paul Guth, tu vois qui c'est Paul Guth? Je veux dire, c'est quand même un grand écrivain, chantant la petite Paul Guth. Et il adorait tellement ça, Philippe, qu'il lui faisait faire à chaque coup l'autre lui faisait. Pas gêné, il le refaisait. Enfin, c'était plus cruel que musical. Oui, mais il le faisait. Hein. Il y avait Sabatier aussi. Sabatier qui était le Dutour-bis, parce qu'il avait une énorme culture. Et Charles Level, qui vous écrivait des chansons en direct. Il était formidable, Charles. Oui, c'est vrai. Vraiment. Alors, moi, j'ai un souvenir de énorme. Robert Sabatier qui n'hésitait pas aussi à raconter des histoires, mais celle-ci, en plus, elle était vraie. Et c'était vers la fin quand même, et il était donc tout content parce qu'il nous avait raconté qu'il se trouvait dans une file d'attente, dans une librairie. Il y avait une source de dédicace de je ne sais pas trop quoi. Et puis, il y avait un couple avec une jeune fille juste devant qui, tout d'un coup, dit à son copain « Oh, dis donc, regarde, il y a une queue immense derrière !» Et lui, il avait répondu « Merci, mademoiselle. » Chacun de nos visiteurs, à notre contact, devenait grivois. Oui. Ceux qui ne supportaient pas la grivoiserie, comme notre réputation avait été très vite faite, ils ne venaient pas. Regardez, moi j'étais bien élevé avant d'arriver ici. Hein. Vous voyez ce que c'est devenu? J'ai une pensée émue d'ailleurs pour tous ceux qui nous ont refusé. Je veux dire qu'ils ont été à la fois prudents, courageux, parce que parfois ils avaient un livre à lancer, qu'on aurait pu leur donner une petite aide, et ils ont dit non, c'est pas pour moi. Et je vous demande de les applaudir, tous ceux qui ne sont pas venus. Mais vous savez, ça fait peur aussi pour certaines personnes, les grosses têtes. Il y a beaucoup d'invités qui ont très peur. Alors, on m'a dit, parce que moi je ne suis pas dans la coulisse avant que l'émission commence, que lorsque les invités d'honneur arrivaient, certains étaient un peu nerveux, alors que ce sont des professionnels de la parole. Souvent, ils ont peur, oui. Souvent, ils sont très inquiets. Vous faites peur, Philippe. Oh, vraiment, il n'y a pas de peur. Quand vous mettez debout. Quand vous vous levez, les mecs ont peur. Et souvent, franchement, c'est nous qui, en coulisses, les détendons. Mais vous allez voir, soyez naturels, ça va bien se passer. C'est encore pire que tout, ça les angoisse encore plus. Oui. Vous avez quand même fait des interviews vachardes, quand même. Oui, enfin, attendez. Ça a toujours été ma règle, et je crois que c'est un peu la vôtre. On n'est pas des justiciers, on n'est pas des policiers. Oui. On peut égratigner, pas blesser. Voilà. Et ça, on l'a toujours appliqué parce que, attendez, il est arrivé que nous connaissions des histoires graves, gênantes sur certains des invités d'honneur. Bon, on les évoquait pas, on est là pour rigoler. D'ailleurs, quasiment personne n'est jamais parti en cours de route, à une ou deux exceptions près. Tout le monde est toujours resté. Ah si, tu m'as dit que Marie Laforêt était partie. Moi, je crois que c'est une des seules, Marie Laforêt. Mais Marie, elle aime bien partir, elle aime pas. Ah bon? Elle part souvent. Il y a des chanteuses qui auraient pu partir tout de suite si elles avaient compris, mais elles ont attendu le lendemain. Ce mythe de la chanteuse idiote. On en a eu des belles, quand même. Vous vous rappelez celle qui était nue avec sa chèvre? Linda de Souza, qui était la chèvre qui venait vous renifler la braguette. Normalement, elle vient avec une valise. De Souza, oui. Mais sans poignée. Une fois, on a failli perdre Philippe quand je lui ai fait faire une séance de sport, là, ici, dans le studio. Ah oui, tu nous avais fait faire des haltères. Ouais, il a essayé de faire des pompes, le pauvre, il n'y arrivait pas, il avait déjà les bras pliés, tendu. Oui, c'est vrai, ça. C'est un mauvais souvenir. Alors, chacun y allait de son anecdote, généralement vécue. Et par exemple, Jean-Yann nous avait raconté son voyage en Australie.
Ouais, il y a des coquillages australiens très marrants qui ressemblent à des autruches et qui font du bruit. Mais parfois, Ah, les très marrant. aborigènes utilisent ça. Au lieu d'entendre la mer dans les coquillages, on entend l'autruche. Alors le problème consiste à s'approcher suffisamment de l'autruche pour lui filer le coquillage à côté de l'oreille. Ce qui n'est pas pratique parce que l'autruche a un grand cou. Et... Alors qu'est-ce qu'on fait en Australie? Eh bien on fait venir L'échelle. des chasseurs de girafes qui eux sont très grands et se penchent pour aller vers les autruches. Vous comprenez? C'est tout un monde, le monde de la chasse, surtout en Australie. Oui. Et alors, des fois, ils font un truc aussi, les Australiens, qui sont assez cruels avec les animaux, il faut bien le dire, ils utilisent le kangourou dressé. Et le kangourou dressé s'approche devant les autruches, regarde ce que j'ai dans mon truc. Alors l'autruche, elle fout la tête, il y a un coup sur la tête. Ah, quel bâtard. Il avait l'air, et parfois il disait n'importe quoi, mais à la fin il s'en sortait toujours. Hein. Et quand il nous donnait la recette pour faire cuire les corbeaux, parce que le corbeau est un animal extrêmement dur, dont la chair est très ferme. C'est dur à donc cuire, il faut. Alors vous prenez un grand saladier, un grand faitout, pardon, un grand faitout. Vous mettez du sel, du poivre, un bouquet garni, et vous mettez le corbeau. Et vous rajoutez un fer à repasser. Quand le fer est cuit, vous pouvez sortir le corbeau. Alors nous sommes donc dans la troisième période, celle qui s'achève aujourd'hui. C'est la période qui va de l'année 2000 à l'année 2014 où nous nous trouvons. Et j'ai intitulé cette période, mais gentiment avec plutôt reconnaissance, les mal embouchés. Parce que à partir de 2000, alors d'abord nous avons eu des invités d'honneur qui ne venaient qu'un jour et pas toujours pour rigoler avec nous, mais parce qu'ils avaient quelque chose à vendre et que les grosses têtes n'étaient pas une mauvaise vitrine. Et puis nous avons accueilli ceux qui étaient des provocateurs, des snipers, comme je les appelle, comme par exemple Laurent Baffy, comme Erika, comme Perroni. Et là, on a connu des dérapages pas contrôlés. Et finalement, comme les mœurs avaient beaucoup évolué, souhaités par tout le monde. Alors il y avait de temps en temps quelques pisse-froids qui nous écrivaient, mais bon, vous êtes allés quand même très loin. Hein. Vous avez un beau vestiaire grâce à nous. Il vaut mieux un pisse-froid qu'une chaude. Enfin bref. Oui, t'as raison, mon cher. Et tu parles d'expérience. Philippe, on vous a jamais gêné. Cette astuce... vous n'auriez pas pu la faire en 1977, alors que la pénicilline existait déjà. Philippe, c'est quoi la situation qui vous a mis le plus mal à l'aise? Oh, je crois que c'est vous. C'est vous, parce que vous avez dit souvent des choses qui allaient trop loin, qui me faisaient beaucoup rire. Et j'étais très triste quand même à la pensée qu'on ne pouvait pas les livrer à tout le monde et qu'elles finiraient dans notre musée du vestiaire. Il y aura une spéciale pour lui. Oui. Vous aussi, vous avez été loin. Hein. Moi, jamais un mot de trop. Oh si, toi, Vincent, tout le temps. Non, on parlait d'Erika, je crois. Non, mais prends tout pour lui. Elle a une grande bouche. Toi, on t'appelle Saint-Vincent. Je vais loin, mais ça fait jamais mal. Et ce qui est terrible avec Erika, c'est que c'est du vécu. Oui, mais c'est Monsieur Boire qui m'a dit... Continuez, parlez-nous de votre vie vécu sexuelle. en insistant sur la dernière syllabe. Alors moi, je fais ce qu'il me dit. Hein. On n'a pas eu beaucoup à vous pousser. Mais alors, je voudrais vous poser... Mais qu'est-ce qu'on a tiré? Nous sommes sur la fin de nos conversations. Et de nos vies. Vous en rajoutiez ou c'était vraiment votre vie J'en sentimentale? enlevais parce que j'avais peur de vous choquer, justement. Et puis surtout, j'avais peur de faire des révélations. Mais t'as vraiment tapé sur des mecs? Mais je fais que ça, j'adore ça. J'adore taper sur les hommes parce que moi, le sexe faible, pour moi, n'existe pas. Donc, je réhabilite la femme en leur tapant dessus. Hein. Mais et je suis baraqué, il ne faut pas trop m'emmerder. Hein, parce que... Alors, tout était permis, y compris de parodier notre chère culture à laquelle pourtant nous devions tant et qui devenait une fausse culture, une culture inventée, avec même de fausses citations dans la bouche de Gérard Jugnot. Il a dit aussi passe-moi le pain une fois. Elle est moins connue cette citation.
Il a dit aussi une fois à un déjeuner un mot formidable. Qu'est-ce qu'il a dit? Le type l'embêtait, il lui a dit casse-toi, tu pues. Avec Oh, tout ça, cet c'est humour pas le français. genre, Ah oui, c'était Ça, alors, formidable. casse-toi, tu pues, c'est pas le genre de Sacha. Hein. Enfin bon, Si, moi, c'est ce que moi, dit je qu'il n'ai l'a jamais dit. connu. En attendant, s'il avait vécu, il aurait été une grosse tête à part entière et vous pouviez aller vous rhabiller à côté. Ah oui, ça, hein. c'est sûr, mais il est mort. Ça a été un joyeux compère, hein, Junio. Très charmant garçon. Comment vous l'écrivez? Très charmant. Très charmant, très drôle. Il nous avait en plus chanté des petites complaintes qui ont disparu. Le choix dans la date, qui a été un best-seller. Grand classique, ça. Ah oui, un classique. Et puis, il s'entendait bien avec Yann. Et puis, quand ils étaient partis, ben moi, je pouvais faire mon courrier parce que j'avais plus droit à la parole. Hein. Et puis alors, il y a eu parmi les grands invités d'honneur, dont vous soulignez tout à l'heure la folie talentueuse et inspirée, géniale, Michel Serrault. Alors, Michel Serrault, ça a été un des plus grands dans l'improvisation. Et un jour, il nous avait confié combien il s'admirait. C'est pas modeste ce que je veux dire. J'avais emmené Madame Serrault, Nita était là, et les deux filles, Nathalie et Gwendoline, et elles ont adoré le film. Et moi, je suis tombé, excusez-moi, je suis tombé de rire et d'émotion, je suis tombé par terre. Je dis, mais cet acteur est quand même incroyable. Il en fait des tonnes, mais c'est magnifique. Et cet acteur, c'était moi. Moi, je me souviens, j'ai fait une pièce avec lui et j'étais débutante à ce moment-là et assez timide, et très, très intimidée par lui. J'avais très peur de lui. Et un soir, je ne sais pas ce qui m'a pris, je lui ai volé un effet comique. Volé. Les gens ont ri sur moi au lieu de rire sur lui. Ben, quand je suis sortie de scène, il m'attendait comme ça dans la coulisse, il m'a attrapé par le cou, il a essayé de m'étrangler et il m'a dit « Ne me refais jamais ça !» J'étais morte de peur. Les acteurs n'aiment pas qu'on leur vole leurs effets. Hein. Ah bah oui, ça se fait plus. C'est un truc d'ancien. C'est-à-dire que dans le temps, quand il remontait au fond. Pour que l'autre perce les effets, il remontait. Que l'autre se mette de dos. Alors, il le mettait de dos automatiquement. Et vous pouviez... Mais c'est fini, ce genre de choses. Plus personne ne fait ça en scène, parce que, ou les fous rires, ou des choses comme ça. C'est has-been, je veux dire. Moi, ça me dérange pas, parce que c'est de dos que je suis le plus drôle. Non, mais ce qui existe toujours, c'est la star de théâtre, la façon dont elle entre en scène. Dans sa première apparition, il y a une façon d'entrer qui fait applaudir les gens. Ça m'a toujours stupéfié. Maillan, elle était extraordinaire pour ça. Elle entrait, et à sa façon d'entrer, tu ne pouvais pas faire autrement. Maria Pacôme aussi. Alors, le roi des applaudissements, c'est Laurent Baffy. Parce que Laurent Baffy, excellent auteur dramatique. Merci Philippe. Je vous en prie. Laurent Baffy avait une spécialité, il était chauffeur de salle. Et il chauffait la salle pour ses propres pièces. Hein. Souvenez-vous, Philippe, il y a 2 jours, on a enregistré une émission de télé ensemble et tous les applaudissements étaient lancés par moi en douce et personne ne l'a vu, je ne me suis pas fait gauler. Applause. Non, cela dit, vous faisiez applaudir le public quand vous vous moquiez du public. Non, mais ça, c'était ma première pièce. Alors, comme j'étais très traqueur, je me suis dit comment faire pour que les gens rient à coup sûr. Je vais faire le chauffeur de salle et je vais leur intimer l'ordre d'applaudir avec des panneaux et ça a très bien marché. Mais une fois de plus, c'est une escroquerie, Philippe. Et moi, j'ai entendu dire qu'une fois, dans une de tes premières pièces, tu avais carrément fait rougir Chirac et que tu t'étais moqué de lui d'une façon incroyable. Oui, il y a pas mal de PDG qui ont fait les frais de venir à ce spectacle parce qu'ils participaient. J'ai mis à l'époque Pierre Lescure au coin parce qu'il avait donné le strapontin à sa femme. Je l'avais traité de tous les noms. Sarkozy était venu, je l'avais mis au piquet. Il avait pris pas mal aussi. Chirac. Et oui, bien après. Même les anonymes aussi, ils en prenaient plein la Le bruit s'est répandu dans Paris et les gens ne venaient plus parce qu'ils avaient peur. Un des joyaux de la Sonothèque des grosses têtes, vous allez l'entendre maintenant, c'est Hollande, vu par quelqu'un que nous ne cessons de redécouvrir, qui n'est pas un perdreau de l'année, il a dépassé 90 ans, qui est un grand acteur de théâtre et de cinéma, et qui a encore plus d'esprit quand il peut se passer de dialoguiste, c'est Michel Galabru. Vous savez, quand les gens apprennent ça,
intérieurement, ils se disent « Ah, j'aurais aimé être à sa place. » Ah oui. Vous voyez, c'est Ah ça oui. qui est hypocrite. Ouais. Surtout que la dame est jolie. Je me l'enverrai facilement. Alors, je ne vais pas reprocher ça à cet homme. Cet homme, il est là, le président, pour gouverner la France, pas savoir s'il baise ou il baise pas. Il baise, tant mieux pour lui. Ah bah oui. Ah oui. C'est plutôt un signe de bonne santé. Ah quand oui, même, d'être en bonne oui, santé. bien entendu. Oui. Puis non, la malheureuse, c'est la principale. Oui. Et ce qui est d'ailleurs, embêtant, mais elle n'est pas la seule qu'elle se réconforte. Partout, c'est pareil. Partout. Ce qui est embêtant, c'est qu'elle n'est pas L'homme mariée. n'en peut plus. Je le répète encore, c'est médical. L'homme, il ne faut pas lui en vouloir parce qu'on en veut à quelqu'un qui a la grippe. Mais non. Je sais qu'elles nous en veulent, mais elles ne comprennent pas parce qu'elles ne ressentent pas la même chose que nous. Mais vous avez raison, monsieur. 95% des femmes s'emmerdent en baisant. Et maintenant, c'est 85%. Donc vous ça a avez raison, baissé. parce que- J'ai raison. Parce qu'avoir un président qui se met les glandes à jour, il est moins tendu au travail. Il est plus à ce qu'il fait. Oui, peut-être. Ah, vous ne pensez pas? Non. Voilà, c'était un joyau. Hein. Alors, je vais me rapprocher de vous. Dieu merci, ça arrive souvent. Je vous vois à l'arrivée, je vous vois au départ. Je vous vois un peu moins bien pendant parce que c'est très éclairé et que ma vue baisse un peu. Mais je voudrais vous dire à tous merci. Alors, à vous qui avez trouvé une place dans le grand studio, il paraît qu'il n'y en avait pas assez aujourd'hui. Et puis, à ceux qui nous écouteront encore cet été parce que ces meilleurs moments, vous allez pouvoir les réentendre. Et puis à ceux que je vois et que j'ai fini par connaître, par embrasser même, parce que bon, il ne faut pas fuir le contact humain. Vous en avez baisé pas mal aussi, Des mains. Et qui sont là aujourd'hui. Voilà, il y a Guylaine qui est là depuis le début. Hein. Voilà. Et puis tous ceux qui sont là. Et que je voudrais vous serrer la main. Mais aujourd'hui, et c'est la première fois en 37 ans, il y a des auditeurs qui sont restés dehors. Alors, ils ont fait le déplacement, ils sont debout, parce qu'évidemment, il n'y a pas de chaise dans la rue Bayard. Évidemment, la politesse, la courtoisie et l'amitié me commandent de faire ce que je n'ai jamais fait, je vous le disais tout à l'heure, de descendre dans la rue. La rue Bayard... La rue Bayard, que je vais sans doute découvrir, mais bon, je n'en sais rien. Comme J'ai cru qu'il partirait je jamais, ne le l'ai- vieux. Voilà. C'est plus petit à Oh là là, une rockstar. On dirait presque la reine d'Angleterre. C'est formidable, là. C'est formidable de vous voir là. C'est formidable. Alors, je vais quand même venir près de vous parce que on va pouvoir parler. Moi, j'ai un micro, mais vous allez en avoir un aussi. Hein. Baguette, Philippe. Alors, pardon de vous avoir fait attendre, pardon de vous avoir laissé debout. J'espère quand même que vous avez écouté ce que nous avons dit et que vous avez passé un bon moment. Bon, parce que il y a eu des choses que vous n'aviez jamais entendues, hein, vraiment des pépites. Alors, je vais venir vers vous et puis je vais vous demander quand même de me dire ce que vous faites dans la vie, éventuellement, le plaisir que vous avez pu trouver aux grosses têtes. Il va se faire piquer son porte-monnaie. Alors, je viens avec un micro et on va bavarder ensemble, ce qu'on ne fait jamais, et surtout dans la rue, parce que dans la rue, quand parfois vous voulez bien m'attendre à la sortie, bon, on n'a pas le temps de beaucoup bavarder. Et bien aujourd'hui, on a le temps. Je suis sûr que ça va être une fille. Alors, je sais que parfois, il y en a qui sont venus de la province, voilà. Oui, et je les salue d'autant plus que de venir de la province à Paris, c'est pas toujours confortable, hein, surtout quand il y a une grève des cheminots. Et puis, je voudrais féliciter et me réjouir de la présence des jeunes. Quel âge avez-vous? 14 ans. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais là à n'écoutez- l'école alors? Vous avez raté quand même les grosses têtes au début. Hein. Oui. Ah oui. Vous êtes arrivé avec 23 ans de retard. Hein.
Bon, ben, vous avez rattrapé. Hein. Vos parents savent que vous écoutez l'émission? Oui. Vos professeurs aussi? Non. Bon. Regardez, le dessin est pour vous. Merci, je garde le dessin, je vous rends votre stylo. Et vous? Moi, très longtemps, j'ai 81 ans. Ah, 81 ans. Il en a baisé des plus vieilles. Dis donc, et on vous laisse là, debout. Elle fait jeune en plus. On dirait pas? Bonjour, je suis fermier de chocolat belge et je vous attends au musée de l'érotisme. Et il s'en rappelle. C'est gentil. Il est tombé sur un jeune acrobelle. Oui, c'est ça. C'est Dodo la Saumure. C'est un grand jour pour moi. Voilà. Quel âge vous avez? J'ai 34 ans et demi. Oh, bah alors, vous êtes nés presque en même temps que les grosses têtes. Je vous ai écouté depuis que je suis toute petite. C'est bête, hein? Voilà. Merci à tous. Ah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous m'avez appris la culture. C'est vrai? Et je suis journaliste. Enfin, une culture qui se prenait pas trop au Oui, mais sérieux. c'était la base de la culture. Merci beaucoup. Elle va manger la petite blonde. Ah, oh là. Qu'est-ce qu'elle va manger? J'avais jamais vu autant de monde depuis longtemps et ça me réjouit beaucoup. Non, je veux vous serrer la main. Je veux aller un petit peu plus loin. Voilà. Ah oui, il s'est vous m'avez soutenu. Président. Bouvard, président. Bouvard, président. Ça peut paraître un peu osé dans ma bouche. Il va passer au premier tour. Chaque jour, quand je vous retrouvais, c'était un bonheur. Parce que bon, parfois, je me disais, ça va être difficile, l'ambiance peut-être ne sera pas au rendez-vous, un invité d'honneur sera trop sérieux, ou moi-même, j'étais pas en forme. Et puis, je pensais à vous, je savais que vous étiez très nombreux, et ça me dopait, ça me redonnait du courage, et j'avais jamais eu l'occasion de vous le dire et de vous serrer la main. Voilà. Moi, je vous admire. On s'embrasse? Oh, oui, bien sûr, bien évidemment. Prends la langue, prends la langue. Quel profiteur. Ah, il attaque la falaise. Hein. Ça paraît Guégué. Ah, dites donc, et puis alors là, des jeunes filles, hein. Que du bonheur. Oui. Tous, on est tous Ah là ben, parce qu'on se vénère énormément. Ça, c'est très gentil, hein. Bon. Oh. Voilà. Ah. Bonjour. Toutes ces mains et ces visages. Vous savez, c'est troublant, hein. Je comprends, parce que moi, c'est un exercice qui ne m'est pas familier, que ça fasse perdre un peu la raison à certains hommes politiques. C'est une émotion inégalable. Jamais je l'avais autant éprouvée. Oh là là, c'est formidable. Hein. Et pensez que vous étiez un peu plus nombreux encore à l'écoute des grosses têtes. Alors, je ne vais pas vous quitter quand même. Je voudrais vous dire que je vais vous retrouver au mois de septembre. Le 30 août, très exactement. Et ce sera une émission très différente, puisqu'elle s'intitulera, pas très modestement, Allô Bouvard, mais au moins j'annonce la couleur. Ce sera une façon de dialoguer avec vous, mais de dialoguer de façon un peu nouvelle, c'est-à-dire que tous les samedis et dimanches de 11h30 et à 12h30, et pour certaines d'entre vous sur rendez-vous, je parlerai de tous les sujets avec tous les interlocuteurs. Et alors ça, c'est un nouveau défi. J'espère que je serai capable de le tenir parce que c'est pas aussi facile. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets. On peut pas tout connaître, mais au lieu de faire ce que nous faisons d'habitude, et à RTL, c'est quelque chose qui nous est très cher, c'est-à-dire un journaliste demande son avis à des auditeurs. Et là, ce sont les auditeurs qui vont demander leur avis à un vieux journaliste. Alors, merci d'avance, hein, et je vous embrasse tous. Merci. Merci, monsieur Bouvard. Merci. Je sais, et là je m'adresse à mes chers camarades, que vous avez un peu ri et vous avez raison pendant cet intermède. Mais je ne vous cache pas qu'il m'a mis la larme à l'œil. Et vous savez, depuis qu'on a soigné ma conjonctivite, c'est très rare. Voilà. Alors, je voudrais vous remercier tous. Alors,
Je vais remercier tous ceux qui sont là, mes frères radiophoniques. Je vais remercier Jacques Maillot, Philippe Chevalier, avec lequel nous travaillons, mais est-ce que c'est du travail depuis plus de 30 ans maintenant. Balutin, depuis 37 ans, Pradel, Mylène de Mongeau, Philippe Candeloro, mais avoir un médaillé olympique, ça m'a souvent réjoui, moi qui n'ai jamais fait aucun sport. Merci à Vincent Perrault, merci à Chantal Latsou, à Jean-Jacques Perroni, et puis merci à Princesse Erika, et même merci à Laurent Baffy. Voilà. Alors, je voudrais vous dire, et c'est le moment que je redoutais un peu, que nous allons nous quitter. Pas complètement, vous l'avez entendu, mais je vais quitter les grosses têtes. Et les grosses têtes, elles faisaient partie de ma vie, comme elles faisaient partie de la vôtre, je le sais. Alors, elles faisaient partie de ma vie parce qu'il y avait ces heures d'enregistrement, 2 heures par jour, et toute l'année, parce que les grosses têtes ne prenaient jamais de vacances. Et puis il y avait toute la préparation, celle que vous ne soupçonniez souvent pas, puis parfois oui, parce que j'avais la détestable habitude de ne poser que des questions dont je connaissais préalablement les réponses. Et donc ça faisait 7 à 8 heures par jour dédiées aux grosses têtes. Alors ça veut dire si vous allez me manquer. Alors je voudrais vous dire très simplement que je penserai souvent à vous, que peut-être que j'aurai au téléphone dans une autre émission certains d'entre vous, que vous avez été plus de la moitié de ma vie professionnelle, sans doute la moitié la plus heureuse, et que je vous embrasse tous. Merci. Spéciale dernière. Bravo.